Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Éducation au milieu rural, clap de fin pour la tournée du ministre. Et le semi-marathon international de Djibouti, les Djiboutiens au sommet de la course. Et à Gaza, un 5e échange d'otages et de prisonniers attendu ce samedi. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En sillonnant le pays pour inaugurer de nouvelles écoles, le ministre de l'Éducation nationale renforce l'engagement du gouvernement à offrir une éducation de qualité à chaque enfant, même dans les zones les plus reculées du pays. Après une tournée nationale qu'il a conduite dans les 5 régions du pays depuis le 21 janvier 2025, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a clôturé son long périple dans les localités de Melehle, Bassidourou, dans la région d'Obok, de Sankal, à Bassidourou, à Dgenou, à Dadato, en passant par Galilée, Danan et Bahour. La tournée a permis l'inauguration de 27 établissements scolaires construits au cours des 3 dernières années, dont la majorité se trouve dans des zones reculées et difficiles d'accès. Elle illustre ainsi la détermination du gouvernement à garantir une éducation de qualité à tous les enfants du pays, quel que soit leur lieu de résidence. Aux côtés des autorités locales, des parlementaires de la région, de la représentante de l'UNICEF et de hauts cadres de son département, le ministre a inauguré l'école fondamentale, la localité côtière de Melehle. Cette école, équipée de panneaux solaires, comprend plusieurs 4 classes primaires, 2 collèges, un réfectoire pour assurer la restauration des élèves, ainsi que des logements pour les enseignants, afin de garantir leur stabilité et leur engagement dans la durée. Ces infrastructures viennent répondre aux besoins des populations locales et s'inscrivent dans une démarche visant à offrir aux enfants des conditions d'apprentissage optimales. Les représentants de la population ont remercié chaleureusement le ministre de l'Éducation pour les efforts déployés. Ils lui ont demandé de compléter la structure éducative par un dortoir pour les élèves venant des campements avoisinants. Et voici le mot de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. On est en train ici à Melehle de clôturer une mission de 2 semaines avec mon ami le ministre et toute son équipe et notre équipe pour visiter les écoles les plus éloignées de Djibouti. Et je vous félicite vraiment pour ce que vous avez établi ensemble. Si toujours la communauté est impliquée comme vous, on aurait un grand succès pour tous les pays. Bravo. Ça me touche vraiment. Vous avez établi encore une école rurale intégrée. C'est très important parce que ça ne touche pas seulement l'éducation, mais tous les secteurs qui sont liés à mandat et le bien-être de l'enfant. La santé, la nutrition, la protection, l'eau, l'assainissement. Aussi, on est impliqué avec la société civile et avec la région contre la lutte contre les MJF. On dépiste la malnutrition. Beaucoup de secteurs sont impliqués. Et on reste à vos côtés. Comme cette visite clôture la mission de 2 semaines, je voudrais chaleureusement remercier tout le monde qui était impliqué pour l'organisation de la mission, surtout toutes les communautés, la région, le gouvernement et nos équipes de ministres et moi de MENFOP et de l'UNICEF. Merci beaucoup. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Vraiment commencer par féliciter donc la communauté de Melehle, parce qu'il y a à peu près il y a 5 ans, en 2019, lorsque nous sommes venus ici, et la situation d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Vraiment, il y a une transformation, surtout en matière d'infrastructures scolaires. À l'époque, il y avait juste une ou 2 salles qui a été construites à l'époque par les Qatarites. Et c'est là que les enseignements se faisaient. Et la première fois quand je suis arrivé, vraiment, ça m'a un peu quand même troublé. Et de là, nous avons pris la décision de prendre un espace et de développer petit à petit ces 5 dernières années et en faire ce qu'elle est aujourd'hui, l'école fondamentale de Melehle. Le développement des infrastructures scolaires à Melehle est quelque part le symbole même de la politique intensive qui a été menée ces 5 dernières années
en matière de construction d'infrastructures scolaires dans les régions de l'intérieur et surtout dans les localités les plus reculées. Et donc cette politique éducative du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui est de scolariser tous les enfants de la République où qu'ils se trouvent, est vraiment un élément très important en matière de la construction d'une nation et d'une citoyenneté. Parce que dans une école, les valeurs qui sont développées, c'est bien sûr la citoyenneté, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est le respect de l'autre. Vraiment, c'est des valeurs républicaines. Et ces valeurs républicaines que nous développons à peu près partout sur le territoire national, c'est pour en faire qu'un seul Djiboutien. Et pas le pluriel des Djiboutiens que nous aujourd'hui nous connaissons. À travers cette école, nous construisons le citoyen de demain, un citoyen djiboutien. Et donc, ce qui veut dire que l'enfant qui est à l'école de quartier 1 ou quartier 2, et l'enfant qui est à Mlouhlé ou l'enfant qui est à Bissoudurou, bien sûr, suivent les mêmes enseignements, les mêmes programmes, les mêmes valeurs. Écoutons cette fois l'intervention du député de la ville de Bok, Kamel Hamad, lors de cette cérémonie. À l'occasion de la tournée du ministre et toute sa délégation, je souhaite, en mon nom personnel et au nom de toute la population de Moulheli, la bienvenue. Nous sommes ravis aujourd'hui de les rencontrer parmi la population de Moulheli avec toutes les réalisations qui ont été faites. D'abord, ils ont construit il y a quelques années déjà la première école primaire et ensuite ils ont enchaîné encore avec le secondaire, le CEM. Donc, je voudrais, au nom de la population de Moulheli et en mon nom personnel, adresser tous mes sincères remerciements au ministre de l'Éducation qui, je suis sûr, enchaînera encore avec d'autres réalisations comme la construction du dortoir, de la cantine que la population a soumis comme doléance. À Bissi-Dourou, donc aux confins du pays, l'éducation gagne du terrain. L'inauguration de l'école la plus éloignée marque une avancée historique pour les enfants des régions enclavées. La suite dans cette séquence. Après Moulheli, le ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont mis le cap sur Bassidurou, localité frontalière située à l'extrême nord de Bok, où le ministre a clôturé sa tournée en apothéose. À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par des jeunes à dos de dromadaire, accompagnés des chants et des danses traditionnelles rythmées par les tambours, témoignant de l'enthousiasme et la reconnaissance des habitants. Dans cette ambiance festive, il a dévoilé le voile symbolisant l'inauguration de l'école la plus éloignée du pays qui a ouvert ses portes en septembre 2024. Cet établissement, composé de 3 salles de classe, de latrines, accueille 38 élèves de première année et marque une avancée majeure pour l'accès à l'éducation dans cette zone enclavée. La population, représentée par les parents d'élèves et les responsables locaux, ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre, soulignant que cette école représente la concrétisation de leurs rêves, offrir à leurs enfants une éducation de qualité dans un cadre adapté. Depuis 2016, l'établissement scolaire de la région d'Obok sont passés de 18 établissements à 31, soit une augmentation de 110%. La plupart de ces établissements ont été implantés dans les localités éloignées, conformément à l'objectif de démocratiser l'accès à l'éducation et de rapprocher les services éducatifs des populations vulnérables. Les effectifs sont passés de 2687 élèves en 2016 à 4201 élèves en 2025. Soit une augmentation de 68%. Le taux de réussite au baccalauréat a atteint 65% en 2024. Les effectifs des enseignants sont encore, eux, passés de 143 enseignants en 2016 à 283 en 2025, soit une augmentation de 98%. La construction d'écoles dans ces localités éloignées et frontalières illustre d'une part la réussite de la politique éducative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui vise à offrir une égalité des chances à tous les enfants du pays, qu'ils vivent en ville ou dans les régions les plus reculées. Par ailleurs, la construction d'écoles dans les zones reculées s'inscrit dans une démarche visant à garantir l'accès à l'éducation pour tous et à atteindre l'objectif de la scolarisation primaire universelle que le MENFOP projette de déclarer au mois de septembre de l'année en cours. Grâce à ces nouvelles infrastructures scolaires, la distance entre les écoles et les enfants sont réduites et les élèves des zones enclavées bénéficient des mêmes opportunités d'apprentissage que ceux des centres urbains. Le ministre de l'Éducation nationale s'est également exprimé à Bissi-Dourou, localité frontalière située à l'extrême nord de Bok, où il a clôturé
sa tournée. Nous l'écoutons. Nous sommes très très heureux de l'accueil chaleureux et vraiment de cette participation massive à l'inauguration de cette nouvelle école à Bichidourou. Vraiment, votre présence forte manifeste également votre engagement et le fait que bien sûr vous êtes content et satisfait de la création de cette école. J'ai vu vraiment une belle école, une école bien construite, une école vraiment flambant neuf, mais également une école où nous avons beaucoup d'enfants. Surtout en première année, nous avons à peu près 48 élèves qui sont inscrits en première année. Et puis il y a aussi ceux qui étaient avant, qui partaient dans l'école de Andoli, qui étaient donc en première année l'année dernière, sont revenus ici chez eux pour faire leur classe de deuxième année. Donc nous sommes très 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 satisfaits et c'est la mission première de mon département bien sûr de s'assurer de faire en sorte que tous les enfants de la République de Djibouti soient scolarisés. Et s'il y a un monsieur qu'il faut féliciter et qu'il faut faire dua, c'est bien sûr le président de la République. Notre présence ici à Bichidourou est une manifestation totale et parfaite de la réussite de sa politique éducative. Mais en tout cas, il y a deux autres personnes à qui il faut vraiment féliciter et remercier parce que cette école a été construite dans l'urgence. Vraiment parce que la rentrée scolaire s'approchait. Il y avait ces enfants, on hésitait, on ne savait pas s'il fallait allumer la navette qui les amenait. Il y avait d'autres enfants qui devaient être inscrits en première année. Donc il fallait très vite prendre la décision. Donc avec bien sûr la supervision et l'information que nous ramenait celle-là et qui me mettait à moi aussi la pression pour que je puisse prendre une décision. Mais également mon ami Moussa Excellence, à qui j'ai fait appel quand j'ai vu qu'il y avait une urgence et qui, en moins de 2 mois, a construit ces infrastructures. 3 salles de classe, bien sûr également les toilettes de l'urgence parce qu'il fallait scolariser. Donc il faut également le féliciter. Et d'ailleurs, nous avons décerné une attestation de reconnaissance parce que c'est pas seulement à Bichidourou qui nous a accompagnés et nous a aidés, mais également à Dadato, lui aussi, là, quand il y a eu la tempête, c'est lui qui a construit dans l'urgence ces 2 salles de classe. Donc c'est un monsieur vraiment qui fait beaucoup pour sa région. Et donc merci Moussa. Le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme et avec le soutien de Djibouti Télécom, a organisé hier la 24e édition du semi-marathon international de Djibouti. L'événement s'est déroulé au stade Hassan Bouled Absidon, rassemblant comme chaque année des athlètes de haut niveau venus de plusieurs pays. Cette 24e édition a attiré des coureurs de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tunisie, du Rwanda, de l'Angola, du Burundi, de la Somalie et de la Belgique, témoignant ainsi de la notoriété de la compétition sur la scène internationale. Les athlètes djiboutiens ont brillamment dominé la course principale en occupant les 4 premières places du classement. Mohamed Ismaël Fatah a une nouvelle fois marqué l'événement en remportant la première place pour la 2e année consécutive, confirmant ainsi son talent et sa préparation rigoureuse. Le podium de cette édition est exclusivement djiboutien. Première place, Mohamed Ismaël de l'armée djiboutienne avec un temps de 1 heure, 2 minutes et 35 secondes. La 2e place, Aden Wabeli de la garde-côte avec un temps de 1 heure, 2 minutes et 40 secondes. Et la 3e place, Hassan Ouaes de la police nationale avec un temps de 1 heure, 2 minutes et 49 secondes. Cet événement majeur du calendrier sportif national continue d'attirer chaque année des centaines de coureurs, amateurs et professionnels venus d'horizons divers. La compétition met en lumière l'excellence des athlètes djiboutiens et contribue à renforcer la place de Djibouti sur la scène de l'athlétisme international. Et la cérémonie de remise des trophées a été marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde sportif djiboutien qui ont félicité les vainqueurs et salué l'organisation réussie de cette 24e édition.
Dans l'actualité également, la société de gestion de terminal de Doralé a accueilli avec enthousiasme l'arrivée de 10 nouveaux portiques à pneus RTG livrés à bord du navire Yuan Fu. Cet investissement stratégique vise à renforcer la performance et l'efficacité du terminal. Lors de cette réception qui s'est tenue sur le quai, le CEE de la SGTD, accompagné des responsables techniques et logistiques, a supervisé cette étape clé du développement des infrastructures portuaires. Ces équipements de dernière génération permettront d'optimiser les opérations de manutention, de réduire les délais de traitement des conteneurs et d'améliorer la fluidité du trafic au sein du terminal. Le terminal de Doralé, fleuron national et pilier stratégique du commerce maritime djiboutien, joue un rôle central dans le développement économique du pays. L'acquisition de ces nouveaux RTG s'inscrit dans une dynamique d'innovation et de modernisation continue visant à renforcer la compétitivité et la capacité d'accueil du port face aux exigences croissantes du commerce international. Le directeur général Abdullahi Awal Sigad s'est réjoui de cette acquisition, soulignant qu'elle permettra de renforcer les activités du terminal et d'améliorer encore davantage la fluidité des opérations. Autre information, départ de la 3e rotation de la FPU, la gendarmerie vers la République centrafricaine. Eh bien, au lendemain de l'arrivée de leurs collègues rentrés au pays, les gendarmes de la 3e rotation de la force de police unité de la gendarmerie nationale ont quitté Djibouti hier à destination de la République centrafricaine. Aux premières lueurs de l'aube, ces hommes et femmes sereins et déterminés ont embarqué à bord d'un avion d'Ethiopian Airlines affrété par les Nations Unies. Leur départ s'est déroulé sous le regard attentif et admiratif du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, accompagné d'une délégation d'officiers supérieurs. Dans une déclaration empreinte de fierté et d'encouragement, le chef d'état-major a salué l'engagement de cette unité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir nos hommes et femmes de la 3e rotation de la FPU, de la gendarmerie nationale, partir en mission. Forts de toute notre confiance et de notre soutien, nous savons qu'ils feront honneur à la patrie et qu'ils continueront à défendre avec courage et dévouement les valeurs de paix et de sécurité qui fondent notre engagement international. Nous leur souhaitons une mission couronnée de succès, a-t-il affirmé. Cette nouvelle rotation assure la relève des camarades récemment rentrés au pays et poursuit ainsi la contribution de Djibouti à la sécurité et à la stabilité internationale. Cette mission illustre une fois de plus l'engagement du pays en faveur de la solidarité et de la coopération internationale dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Le chef d'état-major, le colonel Zakaria Hassan Aden, a exprimé en son nom et au nom de l'ensemble de la gendarmerie sa profonde gratitude au président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien indéfectible, en particulier dans le déploiement de cette unité avec ses moyens en mission de maintien de la paix. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, le FNUAP, a organisé jeudi à l'hôtel Sheraton la célébration de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines.
Cet événement revêt une importance capitale dans la sensibilisation contre cette pratique néfaste et ses conséquences dramatiques sur la vie des filles et des femmes. L'atelier a rassemblé des cadres du ministère, des représentants de la société civile, des associations engagées dans la lutte contre les MGF ainsi que plusieurs personnalités. Cette journée a été l'occasion de rappeler que l'éradication des mutilations génitales féminines doit rester une priorité absolue. Il est impératif de renforcer les efforts de sensibilisation, d'éducation et de législation tout en apportant un soutien concret aux survivantes. Chaque action compte, chaque voix peut faire la différence. C'est ce qu'ont indiqué donc les participantes à cet atelier. Eh bien, la célébration de cette journée, les participantes de cet événement ont indiqué ensemble: nous pouvons mettre fin aux mutilations génitales féminines et bâtir un avenir où plus aucune fille ni femme ne sera victime de cette forme de violence. En cette journée de commémoration, renouvelons notre engagement à protéger les générations futures et à construire un monde sans violence ni discrimination de genre. Et nous avons recueilli quelques réactions des participants. Voici une. Aujourd'hui, il nous a rassemblés. C'était la thématique dans le panel auquel j'ai participé, c'était la thématique des freins et des résistances que nous pouvons tous observer dans la lutte contre l'excision. Et donc, pour moi, ce fut l'occasion de rappeler que nous avons une mobilisation institutionnelle et politique très efficace dans notre pays qui a porté ses fruits, puisque nous avons aujourd'hui une génération de filles qui ont été épargnées par cette violence de genre, et que la question de la résistance, elle a à voir aussi avec non pas seulement elle n'a pas trait qu'aux normes et aux représentations et à un imaginaire social autour de l'excision qui perdurerait dans notre pays. La salle de réunion du quartier général de la gare de Côte djiboutienne a accueilli jeudi la 6e réunion du comité conjoint de coordination dans le cadre de la 3e phase du projet de renforcement des capacités de la gare de Côte djiboutienne. Présidé conjointement par le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde côte djiboutienne, et Kaneda Masayuki, représentant résident du bureau de la JICA à Djibouti. Cette réunion a réuni plusieurs personnalités. L'objectif principal de ce projet est d'assurer l'avenir et le développement stratégique de la garde-côte djiboutienne en renforçant ses capacités opérationnelles et logistiques. En clôture de cette rencontre, un protocole d'entente a été signé entre le colonel Waïs Omar Bourré et M. Kaneda Masayuki, scellant ainsi l'engagement des deux parties dans la poursuite de cette coopération essentielle pour la sécurité maritime. Et cette conférence littéraire avec l'écrivain Assad Diouk Ali Farah Jama, le siège du conseil régional d'Ali Sebi a accueilli ce matin une conférence littéraire animée par l'écrivain Ali Farah Jama, organisée avec soin par l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sebi. Cet événement a attiré un large public composé de personnalités locales, d'enseignants, d'étudiants de l'université de Djibouti et de passionnés de la littérature. Soutenu par le président du conseil régional, Shelmaki Hassan Alale, cette initiative a mis en lumière le talent de l'auteur venu présenter son premier roman, Chemin de la persévérance. Ce récit qui retrace le parcours d'un individu déterminé à surmonter les obstacles de la vie a captivé l'auditoire et suscité de nombreux échanges. L'association Aléas, fondée par des enseignants et présidée par Hussein Omar Abdi, professeur au lycée Aré, joue un rôle clé dans la promotion de la lecture et de l'écriture dans la région d'Ali Sebi. Elle encourage activement les jeunes à s'investir dans les pratiques littéraires enrichissantes. Et bien, les discussions qui ont suivi ont mis en avant le rôle fondamental de la littérature dans l'épanouissement personnel et collectif. La conférence a été saluée pour son caractère inspirant, rappelant que la persévérance est une clé essentielle de succès
tant sur le plan individuel que communautaire. Prenant la parole, le président de l'association des lecteurs et écrivains d'Ali Sebi a exprimé sa gratitude aux autorités régionales pour leur soutien à cette journée de dédicace. L'auteur, quant à lui, a partagé ses sources d'inspiration et les motivations qui l'ont conduit à écrire son premier ouvrage, un récit profondément marqué par la résilience et la volonté de dépasser les épreuves de la vie. Littérature toujours cette fois à Tadjoura, dans l'après-midi d'hier, une cérémonie de présentation suivie d'une dédicace du livre Le fils du maître s'est tenue à l'hôtel Gadile Resort. L'événement s'est déroulé en présence de Mohamed Ali Chehem, jeune prodige et auteur de l'ouvrage, invité par l'écrivain Abdo Maki. De nombreuses personnalités ont répondu à l'invitation, parmi lesquelles le préfet de Tadjoura, le vice-président du conseil régional, le directeur régional de la CNSS, ainsi que le conseiller technique. Ce livre autobiographique retrace l'enfance heureuse de l'auteur, bouleversée par l'apparition soudaine d'une maladie dont le verdict implacable a conduit à un handicap, le contraignant à un fauteuil roulant. Ce récit poignant a profondément ému l'assistance, mais au-delà de l'épreuve, c'est avant tout la force de résilience dont a fait preuve ce jeune homme de 27 ans qui a suscité l'admiration de tous. Pour surmonter la maladie et transcender son handicap, Mohamed, lui-même fils du maître, s'est lancé avec détermination dans l'écriture de cet ouvrage, témoignant ainsi de son parcours exceptionnel. Écoutons un extrait du mot du préfet de la ville de Tadjoura. Peut-être un obstacle pour quiconque. La preuve, vous avez devant vous un jeune homme qui a surmonté les contraintes de la vie, qui a su mener à bien sa vie, ses quotidiens, et qui a su améliorer sa vie grâce à ses efforts déployés tout au long de sa vie. Ceux qui sont victimes d'handicap peuvent aussi faire pareil, se montrer, se mesurer, prendre comme exemple ce jeune homme. J'aimerais vous faire part, surtout le jeune, l'historique de ses aventures est bien mentionné dans les livres qu'il a présentés en République de Djibouti et qui a su aussi dépasser les limites de la frontière. Connaissance et en tirer une expérience. Et dans l'actualité internationale, Israël et le Hamas procéderont ce samedi au 5e échange d'otages et de prisonniers dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza. 3 Israéliens et 183 Palestiniens doivent être libérés. L'opération a failli donc être compromise par la proposition controversée de Donald Trump sur Gaza, vivement rejetée par la communauté internationale. L'offensive israélienne a fait plus de 47 500 morts depuis le 7 octobre, selon les chiffres du ministère de la Santé à Gaza, jugés fiables par l'ONU. Un 4e contingent de 200 policiers kenyans a rejoint les 600 déjà déployés en Haïti pour lutter contre la sécurité aux côtés de la police nationale haïtienne. Cette force multinationale comprend également des agents de la Jamaïque, du Guatemala et du Salvador. Ce renfort intervient alors que les États-Unis ont gelé 13,3 millions de dollars destinés à la mission. Cependant, les autorités haïtiennes et le commandant de la force assurent que l'opération se poursuit normalement et le montant gelé représentant moins de 3% du financement total. Washington a approuvé des dérogations pour 47,7 millions de dollars d'aide, notamment pour le soutien logistique et médical. Le secrétaire d'État américain a réaffirmé l'engagement des États-Unis tout en appelant
et un renforcement de la mission face aux gangs qui contrôlent désormais 85% de Port-au-Prince. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.